Ma vie pratiquement tout entière s'est passée de façon relativement proche du secteur de l'énergie. J'ai commencé lorsque j'étais jeune à faire une thèse en physique nucléaire. Ensuite, j'ai rejoint une société pétrolière, ou plus exactement de services pétroliers, Schlumberger, dans laquelle j'ai passé 20 ans dans le monde entier, et en particulier en Chine, au Japon, aux États-Unis. Enfin, vers 1997, certains de mes amis étant devenus ministres, j'ai été nommé directeur de la technologie en France pour le ministère de la Recherche, puis administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. J'ai été assez rapidement amené à créer Areva, une société nucléaire, d'ingénierie nucléaire, dont j'ai présidé le conseil d'administration pendant 3 ans. Et depuis, j'ai été administrateur de société et j'ai des activités de conseil en général dans le secteur de l'énergie. Jamais très loin en fait. J'ai été administrateur de sociétés impliquées dans le pétrole et dans la chimie, Technip, British Energy, Rotia, Alstom. Et aujourd'hui, par l'enchaînement des circonstances, je me retrouve à présider le conseil d'administration de Valeo, qui elle est plutôt du côté consommation plutôt que production. Voilà mon parcours. Quand on est un peu dans le secteur de l'énergie, ou même vraiment dans le secteur de l'énergie, on n'est pas très loin des risques et des opportunités, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à tout moment, comme l'ont montré des incidents récents d'ailleurs. D'une façon générale, les crises économiques ne sont pas forcément porteurs de changements technologiques. Il est très souvent les préoccupations immédiates sont des préoccupations finalement de survie ou tout au moins d'adaptation à un nouvel environnement économique. C'est ensuite, c'est après, au moment où la crise finit, où les gens sont finis par s'habituer à la crise en quelque sorte, et à vivre dans un environnement un peu différent, qu'ils cherchent des solutions qui peuvent effectivement améliorer à nouveau leur quotidien et donc repartir dans un nouveau cycle de développement. Alors dans le domaine de l'énergie, il faut bien voir quand même que les cycles sont extrêmement longs, que nous vivons encore dans des énergies qui sont dominées par les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, etc., que le nucléaire reste relativement marginal, sauf dans un pays comme la France, bien entendu, mais relativement marginal au point de vue de la production d'énergie, et que les énergies émergentes, dites renouvelables, qui peuvent être très importantes dans certains pays, en général, ça résulte de circonstances conjoncturelles. Par exemple, au Brésil, il y a beaucoup de barrages. Bon, donc les Brésiliens ont 80% de leur électricité qui est produite par les barrages. Les choix nationaux qui ont été faits il y a à peu près 20 à 30 ans sont encore aujourd'hui valables pour la plupart. Le Japon a besoin d'énergie. Il n'a rien, comme nous d'ailleurs en France, si on met de côté le gaz de schiste sur lequel je peux revenir un peu plus tard. Le Japon n'a pas de ressources énergétiques, donc il a été amené à s'orienter en partie vers le nucléaire, un peu comme la France d'ailleurs. Donc, alors, est-ce que la crise économique que nous vivons aujourd'hui conduira à des changements ? Moi, je constate que cette crise économique conduit plutôt à un certain désintérêt des Français, si on se limite à la France, pour les questions, je dirais, climatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur première préoccupation, c'est plutôt le chômage que le changement climatique, et que, donc d'une certaine façon, la question de la priorité de passer à de nouvelles formes d'énergie est quelque chose qui est un petit peu baissé, hein, qui a un petit peu diminué. Ceci dit, étant donné que nous ne sommes pas seuls au monde et qu'il se passe beaucoup de choses dans le reste du monde, il ne faut pas négliger les progrès substantiels qui sont faits dans les énergies renouvelables, en particulier en Asie, hein, où la technologie des énergies renouvelables solaires, par exemple, est entièrement asiatique. Elle est coréenne et japonaise pour la recherche et le développement, chinoise pour la manufacture. Bientôt, elle sera entièrement chinoise. L'éolien démarre, n'est-ce pas, même si ça... encore une fois, les contraintes économiques nécessiteront que ces nouvelles énergies s'adaptent au point de vue coût à ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Si vous voulez, le gaz de schiste, c'est quelque chose qui est une découverte extrêmement importante qui change le paysage géopolitique de l'énergie. Par rapport à l'économie et à la crise économique que nous connaissons aujourd'hui, le gaz de schiste est évidemment un atout qu'il ne faut pas négliger. Regardez aux États-Unis,
aux États-Unis, le coût du travail a diminué substantiellement. Certains disent de 25% à d'un tiers, parce que le coût de l'énergie a diminué grâce au gaz de schiste. Donc, si on met de côté les problèmes réels qu'il y a d'exploitation du gaz de schiste, il faut bien voir que l'impact économique peut être gigantesque. Le coût du gaz, aujourd'hui aux États-Unis, est un tiers de la moitié de celui qu'il est en Europe, et si vous passez en Asie, c'est encore 2 fois plus cher. Donc, autrement dit, les États-Unis aujourd'hui disposent d'un avantage compétitif extraordinaire et qui permet, d'une certaine façon, une certaine reprise économique de leur côté. Je pense qu'il y a des moyens soutenables, durables, d'exploiter le gaz de schiste, qui sont des moyens qui sont connus, techniquement connus, mais qui nécessitent d'être développés à très grande échelle. Je prends très simplement la technique de fracturation hydraulique dont tout le monde parle, elle est utilisée depuis 60 ans dans tous les champs pétroliers du monde. Et sans que d'ailleurs qui que ce soit y ait jamais trouvé à redire. Simplement, quand on passe à l'exploitation du gaz de schiste, il faut creuser beaucoup plus de puits. Le nombre de puits est très important. D'autre part, ces puits ont tendance à s'épuiser rapidement, donc raison de plus pour... Donc on se place dans une problématique qui est un peu différente, où le grand nombre de puits fait que eh bien, il faut veiller au respect de normes environnementales de façon beaucoup plus stricte et, en même temps, certainement, déployer des moyens de modélisation des réservoirs pétroliers, etc., qui soient plus efficaces de façon à ne forer qu'à bon escient. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire sur ce genre d'événement, c'est que je les considère effectivement comme tout à fait importants parce que, d'abord, ils mettent en communication des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Vous avez là des chercheurs de sciences dures, vous avez des économistes. Les économies devraient être une science dure aussi d'ailleurs, mais enfin, ils n'y sont pas encore tous. Vous avez des industriels, vous avez des universitaires, et tout ça, c'est extrêmement important d'entendre le point de vue des uns et des autres, de façon macroéconomique la plupart du temps, mais quelquefois scientifique et qui va vraiment dans le détail. Je crois que c'est vraiment important d'avoir ce genre d'événement. Moi, je les soutiens tout à fait. Je suis content d'être venu, hein, même si quelquefois, il y a beaucoup d'événements, etc. Celui-là, je trouve qu'il est particulièrement intéressant parce qu'il met tous ces gens-là ensemble sur des sujets qui sont des sujets importants pour la société.